je viens de voir, j'ai un projet. Mon projet, c'est d'arriver à un patrimoine de 5 millions d'euros. C'est vraiment une balise qui va permettre déjà de voir si l'hypothèse est réalisable ou non. Par défaut, la banque va toujours demander un apport. C'est tous les loyers que tu perçois, ce sont des revenus. Que je puisse le prendre et me payer toute cette une famille. Comme je suis actionnaire de Volkswagen, mais je n'achète pas Volkswagen. Tu auras toujours une caution en fonction de tes moyens. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où on retrouve notre expert comptable fiscaliste Vincent pour aborder la question de comment faire de l'investissement immobilier en société, comment utiliser le véhicule de la société, parce qu'on est arrivé à la conclusion lors d'un précédent épisode, et je vous invite à le regarder, que si on est ambitieux, qu'on veut véritablement se développer un patrimoine dans l'immobilier, et c'est à ce type de personnes que s'adresse cette chaîne et non pas aux personnes qui veulent investir 2, 3 biens en location saisonnière pour éventuellement avoir des revenus complémentaires ou par magie devenir rentier. Euh, on est arrivé donc à la conclusion qu'il faut investir en société. Et moi, ma première question pour toi, Vincent, c'est justement, toi qui es investisseur également, comme tu nous l'as expliqué la dernière fois, euh, comment on crée une société, justement, pour investir dans l'immobilier. Ça va être quoi les étapes à suivre? Et après, on verra comment utiliser ce véhicule qu'est la société. Et à la fin de l'épisode, on vous donnera justement une stratégie qui vous permettra de maximiser l'utilisation de votre société comme véritable vecteur d'enrichissement. Donc Vincent, première question, comment on crée une société et comment ça se passe? Alors, donc, la première étape, c'est le client qui vient nous trouver en disant j'ai un projet, je veux acheter plusieurs biens immobiliers, comment est-ce qu'on peut faire? Nous, à partir de là, on va établir un plan financier. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est établir un plan financier qui va en fait cadrer les différentes hypothèses pour voir si la société est viable ou non. Ensuite, une fois que le plan financier est rédigé, qu'est-ce qu'on va faire? Généralement, on envoie le Est-ce plan que je financier. peux te Oui, couper? Quel est Comment on détermine justement si cette société est viable? Donc imagine, moi je viens te voir, oui, j'ai regardé les épisodes de La Goutte d'eau, j'ai compris qu'il fallait que je passe en société. oui, Je viens de voir, j'ai un projet. Mon projet, c'est d'arriver à un patrimoine de 5 millions d'euros oui. minimum. Comment, dans un horizon de temps long, Oui. mais donc comment tu vas déterminer justement si la société va être viable ou pas? Donc en fait, ça va être vraiment une discussion avec notre client, hein, pour savoir quels sont les revenus générés par son projet, quel va être le montant, le prix d'achat du bâtiment, quels vont être les différents frais qu'il va subir, quel va être le montant emprunté auprès de la banque. Et donc quand on aura toutes ces hypothèses, nous on fait en fait comme un pré-bilan, hein. C'est comme si en fait on faisait le bilan déjà de l'année alors que l'année n'a même pas encore été commencée. Donc c'est vraiment un plan financier et on détermine s'il aura déjà un bénéfice ou pas. Et avec ce bénéfice, on voit si on est en concordance, en adéquation avec notre client, ou si le plan financier montre qu'en fait on fait des pertes dès la première année et que et que ça ne se relève pas durant les 24 prochains mois. Généralement, on ne conseillera pas au client de se lancer dans son projet, puisqu'en fait on va plutôt perdre de l'argent. Donc le plan financier, c'est vraiment une balise qui va permettre déjà de voir si l'hypothèse est réalisable ou non. Et donc, pour rester dans le très pragmatique et dans le Oui, très concret, parce que en ce qui me concerne, je suis un homme de terrain, oui, ce qu'on pourrait alors conseiller, même si évidemment ce ne sont pas des conseils financiers, etc., mais aux gens, ça serait alors lorsqu'ils vont se tourner vers un investissement, oui, ça sera alors de se laisser la possibilité, notamment dans leur offre, oui, de pouvoir travailler en leur nom propre ou en société à constituer, tout à étant fait. donné que si on est très pragmatique et pratique et qu'on est quelqu'un du terrain, on sait que dans l'immobilier, lorsqu'il y a des belles opportunités, il faut être réactif Tout à et fait. pouvoir réagir rapidement. Et donc, ça va être compliqué, je pense, de se dire, OK, j'ai vu un beau bâtiment, je vais faire une visite, je fais pas d'offre, je vais voir mon comptable, mon futur comptable, il va commencer à m'établir un plan financier. Entre-temps, voilà, un investisseur plus aguerri aura déjà C'est pris ça. ce bâtiment-là. Donc peut-être se laisser alors justement le loisir de se dire, OK, j'ai vérifié, j'ai validé que même en privé, je pouvais faire l'acquisition de ce bâtiment-là, mais je donne cette alternative et
dans le temps et en parallèle, finalement, je vais voir eh bien, un comptable. Et en plus, je pense, hein, si je ne m'abuse, que la première consultation, c'est toujours quelque chose qui est offert. euh, Peut-être Ouais. que je me trompe, hein, Non, allez, avec un c'est ça. comptable. Mais en fait, allez, nous, c'est la politique, enfin, c'est du bureau, hein. Ok, Donc, c'est vrai que nous, les premières consultations, on les sont fait toujours. payantes. Enfin, non, elles sont gratuites. Ok. Hein, elles sont gratuites. D'ailleurs, je pense que tu n'as pas payé, c'est la première fois que tu es venu. Mais euh, j'ai peut-être certains confrères qui font directement payer le premier rendez-vous. Mais Mhm. c'est vrai que chez nous, par défaut, c'est gratuit le premier rendez-vous parce que c'est une prise de Je contact. dirais même c'est offert, parce que Voilà, c'est une prise. gratuit, finalement, ça C'est dévalue la c'est valeur ça. de la chose, parce qu'il faut quand même être conscient que c'est du travail C'est ça. de professionnels qui vont se mettre au service d'une personne en cherchant à l'aiguiller. Donc, pour moi, c'est pas du travail qui est gratuit, c'est finalement quelque chose que vous offrez, une Tout à fait. prestation qui est offerte Un peu comme un au notaire, futur. hein. Un notaire, on peut normalement passer la porte c'est du notaire et lui demander un conseil sans que ce soit payant. Donc c'est vraiment plutôt un service qu'on rend et on voit après ensemble. Attention que la première consultation, c'est toujours une prise de connaissance, hein. Donc c'est rare quand dès la première consultation, on doit établir un plan financier, avoir une prise de Bien contact sûr, et bien voir sûr. un peu si comptons la personne veut investir mais elle n'a déjà pas de fonds propres. Je dis à lui dire ça va être déjà très compliqué. Ok. Donc on était dans les étapes. Donc toi, tu vas réaliser donc Le- avec l'investisseur un bilan, Un plan enfin un plan financier. financier, pardon. Et ensuite, Ensuite, comment ça fonctionne? ensuite, une fois que j'ai fait mon plan financier, on va déterminer le montant que le fondateur doit apporter, hein. Donc, une fois que j'ai fait mon plan financier, je veux dire, pour le bon démarrage de l'activité, le fondateur doit apporter 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. On va envoyer ce plan financier à la banque. Le fondateur va devoir faire un versement sur le compte, sur le nouveau compte bancaire de la société. La banque va ensuite envoyer une attestation euh, au client, à moi ou au notaire. Pourquoi? Parce que quelques semaines après, on doit prendre rendez-vous chez le notaire pour signer l'acte de la création de la société. Et le notaire, pour créer la société, il a besoin du plan financier et de l'attestation de la banque qui stipule bien que les fonds propres, que le montant donc, que nous on aura déterminé, aura bien été versé sur un compte bloqué de la société. Mais donc, si on s'adresse à un investisseur ambitieux, Oui, donc disons, il a fait. Moi j'essaie de relier tout ce que tu nous expliques avec une approche directement terrain qui est complémentaire en réalité au fait justement de travailler avec des professionnels oui. qui eux vont gérer tout ce qui sera administratif, légal, etc. Mais donc, je trouve un bâtiment, je fais une offre dans laquelle je me laisse justement le loisir de pouvoir travailler également en société. Je vais voir un comptable, j'en choisis un qui va établir un plan financier et ensuite on va faire l'acte de création de la C'est société. ça. Et le plan financier, enfin, pour voir que c'est viable, il va aussi permettre de déterminer c'est l'apport. C'est un Ok. montant qui est super important. Parce que ce plan financier va derrière être présenté eh Oh, bien, à une banque. c'est ça, à la banque et au notaire. Et pourquoi si le notaire doit le conserver? Parce que si on fait faillite en fait dans les 3 ans, les fondateurs peuvent être tenus responsables si l'apport en fait n'était pas assez conséquent pour une durée de vie minimum de 2 ans de la société. Donc c'est quand même un document qui est très important où j'ai déjà malheureusement vu par mon expérience des gens qui font des plans financiers en une seule page alors que la loi dit bien un plan financier c'est plusieurs points, ça doit être beaucoup plus complet. Donc c'est vraiment un instrument, un document qui est légal et qui est officialisé. Ok. Donc finalement, bah, dans le business, dans le terrain du business, et là c'est une Oui, aparté, globalement on sait quand on crée des entreprises, qu'on a des projets, voilà, qu'un plan financier, c'est pas vraiment l'élément qui est le plus important, et ça sera plutôt justement d'avoir un business model, de savoir comment on va générer des flux de revenus. Mais par contre, d'un point de vue légal et d'un point il de est vue obligatoire. bancaire, c'est quelque chose qui va être indispensable C'est ça. et sur lequel il faudra prêter une Voilà, attention pour... tout à fait. Et surtout qu'au début, les premières demandes de crédit, donc quand tu as une société qui a 10 ans de vie, on a déjà c'est le bilan. Donc on sait voir si la société, si elle tourne bien ou pas. Au début, quand tu vas voir ton banquier, le banquier, il va simplement se fier au plan financier. Donc le plan financier doit être fait correctement euh, parce que la banque va en fait juger ton plan financier et voir s'il est fait correctement ou non. Et imaginons donc un investisseur qui a malgré tout pas de fonds propres qui sont très 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 Oui, importants. On va dire il a de l'ordre de 30 40 000 euros. oui, Et donc ces fonds propres ne sont peut-être pas suffisants malgré les rémunérations qu'il a, etc., pour constituer les 20% d'apports oui. classiquement qui sont demandés. Est-ce que au travers d'une société, tu peux, notamment avec les banques, eh bien, mettre un bien ou du patrimoine que toi tu possèdes en privé en garantie C'est euh, ça. au travers de cette société au bénéfice
finalement dernier ressort de la banque? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être fait, qui est à conseiller, qui n'est pas à conseiller? Qu'est-ce qu'il en est par Alors, je rapport veux à ça? dire, par défaut, la banque va toujours demander un apport. Donc, l'apport, comme tu l'as dit, c'est toujours plus ou moins 20%. Mais en fait, comment ça se matérialise? Généralement, c'est les frais de notaire dont on entend les droits d'enregistrement qu'il faut globaliser Minimum. minimum à 15%, hein. Donc, si vous l'achetez une maison, 100 000 euros, je sais qu'il y aura plus ou moins par défaut des frais de notaire Après, de nous, on 15 000 s'adresse pas aux euros. gens qui veulent acheter à 100 000 euros, hein. Ouais, On passe, et, admettons, ou- on veut s'orienter sur des immeubles de rapport à 300, 400, voilà. 500 000 Mais donc, euros. il aura déjà des frais de notaire de 15% de 300 000 ou de 500 000 euros. Et en plus de cela, la banque pourrait demander après un apport de 10 à 20% du prix d'achat du bâtiment. Alors, si on ne sait pas les apporter, et par défaut, je pense même que si on sait les apporter, c'est le premier bien immobilier financé par la société, la banque va prendre c'est des garanties, hein. Premièrement, déjà, la banque va prendre par défaut une hypothèque sur le bâtiment. Par la suite, on peut parler de mandat hypothécaire où tu as moins de frais, c'est quand tu as déjà un plus gros patrimoine. La banque pourra aussi te demander d'être caution. C'est-à-dire que si en fait tu n'arrives pas à rembourser, si la société pardon, n'arrive pas à rembourser le crédit, bah, tu t'engages toi proprement, personnellement, à rembourser à hauteur d'un certain montant. Donc tu peux signer une caution solidaire de 50 000 euros. Tu peux aussi, comme tu l'as dit précédemment, si tu as un autre bien immobilier, mettre en hypothèque ou en caution ce bien-là pour ton crédit, ou mettre par exemple un parent. Ok. Donc, finalement, la société n'est pas une entité juridique qui est complètement dissociée de la personne, mais de la personne physique en tant que telle, mais peut-être certainement les partenaires financiers demandent de plus en plus que le fondateur, en tout cas tant qu'il C'est n'est pas arrivé à des niveaux, c'est ça. à peut-être des dizaines, des vingtaines de millions d'euros d'encours, en réalité, au départ, on demande surtout qu'il y ait de l'engagement C'est personnel ça. qui Donc, soit pris. en fait, au niveau de la société, tu crées vraiment une personne morale. Donc, c'est vraiment une entité distincte de toi, de ta personne physique, par défaut. Mais la banque, pour se couvrir, elle va faire le contrat avec ta société, avec cette personne morale, et va quand même enfin, te demander de te porter garant. Ce qui serait par exemple pas le cas, par exemple, de ton comptable, qui va te facturer. Si tu n'arrives pas à le payer, le comptable ne va pas revenir dans ton patrimoine privé. Mais la banque, elle prend des protections, elle prendra des garanties également sur ton patrimoine privé par défaut. Même si la société, par défaut, te couvre en cas de faillite de ta responsabilité, mais rarement au niveau des banques. Ok, ok. Donc vraiment, il faut faire la distinction entre euh, la théorie et puis derrière ce qui se passe Voilà, réellement en donc en pratique. fait, c'est vrai qu'une société, ça protège le patrimoine privé, mais je dis généralement, mais pas vis-à-vis des banques, hein. Donc, par exemple, on conseille des professionnels qui sont, par exemple, dans le bâtiment, peuvent être en société. Pourquoi? Parce que leurs fournisseurs, par exemple, des gros groupes de construction, les factures, c'est des 30 000 à 40 000 euros. Si un jour ils tombent en faillite, au moins les fournisseurs ne savent pas remonter dans le patrimoine privé. Mais généralement, si tu fais un crédit bancaire pour un hangar, la banque, avant de te prêter, elle va généralement te faire signer une petite caution, hein. Ça peut être pas nécessairement la totalité du crédit, mais peut-être 50 000 euros, voire 100 000 euros. Que ces 50-100 000 euros, tu devras les payer en privé. Alors généralement, la banque, elle prend caution sur un montant qu'elle sait que tu es capable, c'est de rembourser. La banque va jamais te prendre une caution de 1 million si tu n'es pas solvable. Tu n'auras pas assez le crédit. Donc tu Tout ne peux pas dire à simplement. la banque, mettez-moi une caution de 1 million d'euros si tu n'as pas d'argent, hein. Donc tu auras toujours une caution en fonction de tes moyens. Et la banque, en final, elle te responsabilise. C'est-à-dire, ok, tu es en société, tu Ça, es c'est vraiment un protégé, élément qui est important. mais ok, la banque, elle peut perdre de l'argent, mais toi aussi, si tu fais le con, tu vas perdre de l'argent. En final, c'est aussi un moyen de responsabiliser, c'est le gérant, même au niveau dans son apport, c'est en se disant, ok, tu as un projet, si le gérant veut rien mettre, veut tout financer à 100% voire 120%, la banque, elle peut se dire, en fait, s'il n'y a que moi qui prends c'est le risque, le gérant lui met même pas un franc dans son projet, Ça, c'est hein. quelque chose justement duquel on a parlé dans un épisode qui traitait justement de comment obtenir son crédit immobilier, dans lequel on expliquait précisément avec Antoine que il faut que toi-même tu crois en ton projet et que tu démontres que tu as C'est impliqué ça. dans ton projet. Tu peux pas simplement demander à ton partenaire bancaire seul de venir prendre tous les risques dans C'est ça. l'opération. Et donc, et je confirme, allez, je te suis moi sur les chaînes YouTube, que tu as bien un ranking au niveau c'est des banques et tu as bien une cotation au niveau des banques en fonction de ton profil Merci, c'est gentil. d'investisseur. C'est gentil. Euh, Donc, enfin, pour revenir à un point, donc une fois que tu crées ta société, après, elle est en route. Et quand elle est en route, comment ça fonctionne?
C'est tous les loyers que tu perçois, ce sont des revenus. On va déduire toutes les charges. Les charges, qu'est-ce qu'on entend? C'est tout ce qui est assurance, hein, par exemple, notamment l'assurance incendie. Tu peux aussi avoir une assurance RC professionnelle. Tu auras par exemple les honoraires comptables, tu auras le précompte immobilier, tu auras les intérêts sur le financement, hein, de ton crédit et l'amortissement du bien. Et par défaut, euh, tes revenus moins tes charges, ça va générer ton bénéfice. Et ton bénéfice en société va être imposé, comme on l'a déjà dit précédemment, soit à 20 ou à 25%. Par défaut 25% parce qu'on donne rarement une rémunération aux dirigeants d'une société immobilière. Et est-ce qu'il est intéressant de, de faire en sorte de payer le moins possible d'impôts justement avec ta société immobilière, de presque en payer zéro? Si, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et justement, quelles sont les implications Alors, ouais, lorsqu'on recherche systématiquement l'optimisation du bénéfice fiscal, je pense que c'est comme ça qu'on le nomme, euh, au détriment peut-être d'autres paramètres qui sont à prendre en compte pour une personne qui justement a l'ambition de pouvoir enchaîner différentes opérations. Parce qu'on serait tenté à se dire, OK, on va ajouter le maximum de charges, on va chercher à déduire certaines choses le plus possible, mais derrière, quelles seront les c'est ça. implications? Donc en fait, tu as deux types de clients, hein. Tu as généralement les clients qui ne veulent pas payer d'impôts du tout. Et donc ces clients-là, on ne sait pas avoir l'effet de levier de la banque, parce que la banque elle va te suivre si tu montres des garanties, si tu montres que tu as du beau bénéfice, si tu payes de l'impôt. Donc la personne qui veut pas payer d'impôts, généralement, elle n'est pas dans une optique de développement, elle ne sera pas se développer, parce qu'en fait, quand elle ira voir la banque pour demander un crédit, son crédit lui sera refusé. Donc c'est pas du tout la même optique que toi, par exemple, qui veut avoir X bâtiments, où là, l'optique, c'est justement c'est de payer l'impôt, payer ta contribution, mais quand tu vas voir la banque elle va voir que ta société fait du bénéfice, elle paye de l'impôt, il a encore une capacité alors de financement, il a du cash flow, et ce cash flow-là pourrait être servi pour acheter un autre bien immobilier. Donc il ne Donc peut pas servir pour que je puisse le prendre et me payer des putes en Ukraine. Je dois... voilà, Pardon. enfin, voilà. Mais Donc, je dois laisser finalement ce cash flow de- dans la voilà, société pour payer de l'impôt. c'est ça. Et donc, s'il Non, faut... parce que moi, je pensais Ouais, que grâce au non, cash flow, justement, je pourrais vivre, mais louer une Lamborghini, etc., grâce ouais, à mes investissements attention que quand tu prends immobiliers. un dividende, réellement, ok, tu enrichis l'actionnaire, mais tu désenrichis c'est ta société, hein. Ok. Et ce Parce qu'on que c'est une recherche distribution, c'est finalement, de c'est réserve. lorsqu'on L'enrichissement, est intelligent et qu'on voit les choses sur le long terme, c'est un enrichissement de la société, voilà, voilà. Parce que qui détient généralement, c'est la société, ben, c'est le dirigeant. l'actionnaire ou le dirigeant, Oui, hein. Voilà. c'est quoi, ce que tu Donc, peux nous expliquer la différence? C'est oui. un point de détail, hein, mais... Mais c'est vrai, donc maintenant, on parle de actionnaires et d'administrateurs. Donc les actionnaires, c'est ceux qui mettent l'argent sur la table, pour parler simplement à la création de la société. Donc la société, elle est détenue par les actionnaires. Et l'administrateur, c'est celui qui gère la société. Donc généralement, dans les sociétés familiales, les actionnaires sont les administrateurs. Moi, je dis toujours, j'ai des actions, ce n'est pas le cas, mais de Volkswagen. Donc je suis actionnaire de Volkswagen, mais je ne gère pas Volkswagen. Je ne suis pas administrateur de Volkswagen, hein. Donc c'est toujours bien important de bien comprendre. Donc la rémunération, elle enrichit l'administrateur et par défaut le dividende enrichit l'actionnaire. Donc normalement, par défaut, c'est deux personnes différentes, mais dans la plupart des structures, l'actionnaire et l'administrateur sont identiques. Mais donc, si on reste focalisé sur ce qu'on disait précédemment, donc ces revenus, finalement, lorsqu'on a une volonté de développement, on va les laisser dans la Tout société. à fait. Et est-ce qu'on peut jouer sans manipuler les chiffres, Oui, évidemment, mais dans la stratégie et dans l'approche pour justement maximiser ce bénéfice oui, pour être solvable et payer plus d'impôts oui, oui. plutôt que de le diminuer parce que finalement c'est le boulot entre guillemets à mon sens de l'expert comptable fiscaliste, ça va être d'arriver à amener un résultat fiscal qui va aller dans le sens des intérêts du dirigeant Tout à fait. et de sa vision. Ma vision, c'est je paye le moins d'impôts, donc je vais peut-être chercher à ajouter des charges. Par contre, je veux me développer, je vais essayer de maximiser ce bénéfice. Et donc, quelles seront alors les choses pratiques qui peuvent être mises en place dans cette optique? C'est ça. Par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, c'est vrai, au début, nous, on travaille toujours pour notre client, hein. Ça veut dire que c'est toujours très important de comprendre le client, où est-ce qu'il veut arriver, c'est dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc c'est là, à mon sens aussi, qu'on distingue un vrai professionnel dans ton métier Oui, d'un amateur qui va
projeter sa réalité sur le client, Tout à fait. alors que tous les clients, Ils ne pensent finalement, pas de la même façon. sont potentiellement différents et ont des visions et des objectifs Tout à fait. qui ne sont pas, qui Tout sont à pas fait. nécessairement Et les donc, par mêmes. exemple, je vais prendre un exemple, c'est sur justement sur les frais de notaire. La loi, en fait, permet de soit les amortir en une seule fois ou de les amortir pour les PME sur la durée d'amortissement du bien, donc sur 33 ans. Donc, c'est une stratégie, ça, à discuter avec le client. Qu'est-ce qu'il souhaite faire? Est-ce qu'il souhaite payer le moins d'impôts l'année de son investissement? Dans le cas, on va privilégier un amortissement en une année, qui est tout à fait légal. Ou si le dirigeant me dit, ben non, en fait, j'aimerais bien réinvestir dans d'autres biens immobiliers assez rapidement, on va plutôt privilégier un amortissement sur 33 ans, euh, où le dirigeant va payer un peu plus d'impôts, mais son bilan générera plus de bénéfices. Ok. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Donc on ne fait pas du hors-la-loi, hein, c'est la loi réellement qui permet d'avoir plusieurs pistes. Et nous, en fonction des attentes du client, on s'adapte à lui. Chose dont on ne va pas bénéficier, et ça on en a parlé dans l'épisode qu'on avait tourné ensemble précédemment, ce dont ne va pas bénéficier un particulier. C'est-à-dire qu'un particulier n'aura pas le loisir de faire des choix au niveau des déductions d'impôts ou pas qui iront dans le sens d'un objectif ou de l'autre. C'est pas quelque chose qui va exister, C'est par ça, contre qui est permis grâce au véhicule qu'est la société. tout à fait, tout à fait. Donc on est d'un côté avec un véhicule qui est professionnel et donc Ouais. qui permet une certaine liberté, et d'un autre côté, voilà, quelque chose qui est privé et qui se fait dans le cadre d'un mon père de famille. Euh, je disais, lorsqu'on a commencé l'épisode, que tu pourrais nous partager justement des stratégies euh, que peut mettre en place un expert comptable fiscaliste pour aider justement son client, eh bien, à développer davantage son patrimoine. Quels sont selon toi peut-être les deux, trois éléments que peut mettre en place justement ce professionnel qui va accompagner le client pour l'aider, eh bien, dans le développement de son patrimoine et certainement dans la collaboration avec des partenaires financiers en tant que professionnel. Alors, ça va toujours dépendre de l'attente du client. Par exemple, une stratégie qui est importante pour le suivi du client, c'est d'établir des situations, hein. Tous les 6 mois, tous les 9 mois ou tous les 3 mois, avoir une situation qui va se permettre en fait, de chiffrer réellement le gain du client ou la perte du client. Beaucoup trop de clients naviguent à vue d'œil avec leur compte bancaire, hein. Donc, soit le compte bancaire augmente, dans leur tête, tout va bien, si le compte bancaire diminue, c'est un peu délicat. C'est vraiment un schéma très simple de la gestion de son entreprise. Mais le comptable, lui, a tous les éléments en sa faveur, justement, pour établir une situation qui va permettre, en fait, d'établir la stratégie avec le client. Et donc, plus le client se développe, et plus, par défaut, la comptabilité va même être retenue chez le client, hein, parce que la comptabilité, c'est vraiment un outil, c'est de gestion, hein, et donc, c'est pas simplement une comptabilité parce qu'on doit en faire une. Donc, la comptabilité, il faut vraiment avoir une bonne comptabilité pour, en fait, permettre d'avoir une bonne stratégie d'investissement. Ok. 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 Donc, finalement, c'est quelque chose que nous, on a mis en place, c'est que la comptabilité a été, est rentrée en interne chez C'est nous ça. pour justement avoir ce suivi, ce suivi. Mais donc, réellement, ça va être le client, ça va être au client à poser le regard sur ce vers quoi il veut aller, et derrière, l'expert comptable va pouvoir servir Ah, d'accompagnant. tout à fait. Et nous, par défaut, on est là aussi au début pour expliquer au client comment se lie un bilan, hein. Donc c'est bien d'avoir la comptabilité chez toi, mais si ton expert comptable, quand il parle de ton bilan, tu ne le comprends pas, il a peu d'intérêt, hein. Donc nous, on est vraiment pour que tu puisses comprendre ton bilan, que quand tu puisses sortir ton bilan, tu puisses te dire, attention, là, il y a un problème, il manque peut-être mon salaire de dirigeant, ou j'ai encore comptabilisé mes amortissements. Donc on est vraiment là pour que le client soit autonome. Et ça, c'est notre réussite, hein. C'est pas que notre client soit dépendant de nous, c'est que notre client soit autonome, et justement qu'il puisse nous consulter pour de l'investissement ou pour plutôt des stratégies fiscales plus élaborées. Ok, ok, très bien. Est-ce que de ton côté, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter justement par rapport à la thématique de l'investissement immobilier au travers d'un vecteur qui est celui de la société? Quelque chose qui, toi, en tant qu'expert, te semble indispensable Ouais, à rappeler peut-être? je vais quand même dire quelque chose qui est assez important, c'est généralement les sociétés immobilières paient de l'impôt. Alors pourquoi les sociétés immobilières paient de l'impôt? Parce que généralement les crédits bancaires se font sur une période de 20 ans maximum. Maximum, ne font pas aller à 25 ans, mais Ou j'ai on dit est plus parfois... Enfin, sur du 15, oui, 17 je ans, pense... voire même du 10 Ouais. ans, hein. Mais par contre, comptablement, on va amortir le bien sur 33 ans.
Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par défaut, vous avez un déficit budgétaire. Pourquoi? Parce que vous allez rembourser beaucoup plus rapidement votre crédit bancaire que ce que nous, on l'amortit comptablement. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que comptablement, vous allez faire un bénéfice sur lequel vous avez payé de l'impôt. Et vous, en tant que client, vous pourriez peut-être me dire, Vincent, je ne comprends pas que j'ai du bénéfice, parce que moi, sur mon compte à vue, je suis toujours à zéro. Parce qu'en fait, je rembourse mon crédit et mes loyers couvrent, c'est mon crédit. Donc, il y aura généralement un déficit comme ça budgétaire. Alors, c'est un déficit qui est temporel. Pourquoi? Parce qu'après 20 ans, quand ton crédit sera remboursé, tu auras encore 13 années que comptablement, tu auras des frais. Donc ça, c'est quand même important de bien comprendre que comptablement, on amortit un bien sur 33 ans et ça ne dépend pas de la durée du crédit euh, Et pour justement, faire les frais. comment on fait pour se projeter dans le futur, parce que ce n'est pas encore mon cas, j'ai pas encore, je suis au début de Oui, mon parcours d'investissement, donc je suis plutôt quelqu'un de endetté aujourd'hui, oui, plutôt que quelqu'un qui jouit de son patrimoine. Et donc, prenons l'exemple, dans 15 ans, j'ai payé une grosse partie justement de mon endettement et mes biens ont été, comment dire, remboursés oui, et je touche mes loyers pleins, d'accord? oui. Et donc je n'ai plus de charges. Enfin, je veux dire, tu vas penser que tu n'auras plus de charges. Pourquoi? Parce que ton crédit sera payé. En fait, réellement, tu auras encore des charges. Après 15 ans, tu auras encore des charges pour 18 ans, puisque comptablement, c'est en 33 ans. Si ton crédit, c'était 20 ans, tu auras encore des charges pendant 13 ans. Ok. Donc, tu auras quand même encore des charges comptables. Et donc là, Ça plutôt, sera intéressant pour moi à ce moment-là parce que je pourrais alors profiter de cet argent. c'est ça, Euh, pour le réinvestir. non, imaginons je veux Oui, vivre et profiter un petit peu de cet argent. Je pourrais en profiter, comment dire, et en payant moins d'impôts vu que je vais pouvoir déduire alors que euh, comptablement, tu as il n'y a encore des plus rien frais. qui sort. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Donc, comptablement, tu auras encore des frais, mais réellement, tu n'auras plus de crédit à rembourser. Il y a aussi un autre point qui est aussi important dans une société. Quand tu vends un bâtiment, quand tu veux acter une plus-value, quand tu vends le bâtiment, tu peux taxer cette plus-value, on dit faire du remploi. C'est-à-dire, au lieu de payer de l'impôt en one shot, tu dois réinvestir le montant du prix de vente du bâtiment dans un nouveau bâtiment, ce qui va permettre en fait d'étaler la taxation sur cette plus-value. C'est aussi un petit artifice fiscal qui est permis, qui permet en fait justement de réinvestir dans un bâtiment au lieu de payer directement l'impôt sur une seule année. Et quand tu réinvestis le montant Du total. prix de vente sur un bien amortissable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vends Ça peut être un bateau, oui, un ça, bien immeuble, hein, hmm, principalement c'est un bien immeuble. Alors un bateau, ça peut être considéré comme un bien immeuble, c'est un peu une exception, mais c'est vrai que les avions aussi, je crois, hein. tout à fait, enfin, tout à fait. Donc c'est vrai Je suis bien renseigné. que ouais. Allez, et Mais donc je n'ai pas d'avion ni ah de ouais, bateau. ou pas encore. Et donc si quand tu vends ta maison pour 500 000 euros, tu vas dire par défaut, je vais réinvestir dans une nouvelle maison pour 500 000 euros. Non, parce que quand tu vas racheter un nouveau bien, il y aura toujours une cote-part terrain. Et comptablement, c'est un peu une spécificité, le terrain ne s'amortit pas et représente généralement entre 10 et 20% de ton prix d'achat. Hein, donc tu dois investir le montant du prix de vente dans un bien totalement amortissable qui va plus ou moins représenter 80% de ton nouveau investissement parce qu'il y a un terrain compris dedans. Ok, donc si on conclut pour conclure, euh, tu nous as donné les étapes finalement et tu nous as amené la lumière sur comment on peut investir dans l'immobilier au travers d'une société en étant professionnel. Et donc, ça nécessite d'être entouré justement de professionnels, d'un expert comptable Un bon fiscaliste expert comme toi, par comptable, un exemple. bon banquier, un bon notaire, c'est très important. Ok. Si le contenu vous a intéressé, qui ne vous a pas donné mal à la tête, mais que justement il vous a donné eh bien, un éclaircissement, parce que je pense que ce que Vincent nous a apporté ici, c'est une véritable masterclass. Il nous a vraiment donné des conseils très précis qui mériteraient d'ailleurs qu'il puisse me facturer, même s'il ne le fera pas. Évidemment. Euh, Mettez un commentaire sous l'épisode, partagez-nous votre avis et abonnez-vous à la chaîne La Goutte d'eau si ce n'est pas encore fait. Vincent, je te remercie pour ton intervention et à plus tard.